Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 2. L'hypothèse du suicide, si romantique et si flatteuse pour tous ceux qui en voulaient à la dictature, qui l'auraient interprétée comme le signal de sa liquéfaction attendue, fit long feu. Elle jurait trop avec les réalités. Sitôt que la police consentit à lever le voile, plusieurs jours après l'événement, il apparut que le père Maurice Msilikazi avait été assassiné, et la stupéfaction paralysa la ville. Ce fut pire bien plus tard quand on annonça que le meurtre du savant avait été exécuté à la manière d'un crime rituel, au milieu de cérémonies qui s'affichaient comme autant de messages à la fois macabres, énigmatiques et provoquants, et que la police ne révéla qu'à dose homéopathique. On sut que le corps du prêtre était complètement dénudé quand on l'avait retrouvé. L'ecclésiastique, qui avait été étranglé, portait des traces évidentes de coups, comme si on l'avait préalablement torturé. Ces assassins avaient rempli sa bouche d'excréments avant de disparaître. Ils avaient dédaigné une importante somme d'argent en grosses coupures qui traînait ostensiblement sur une table. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Se demandait chacun saisi d'épouvante. Une information plus sinistre encore, s'il se pouvait, vint beaucoup plus tard compléter ce tableau. À la morgue où le corps dut séjourner quelques heures, une main audacieuse et preste avait prélevé le cerveau du savant. Depuis belle lurette par bonheur, et ce soir-là davantage encore, il en fallait beaucoup à Zam pour s'effaroucher. C'était sans doute l'effet de la boisson. La soirée, arrosée d'alcool et de vin d'hiver, avait commencé tard, alors que le journaliste avait déjà noyé sous des flots de bière un après-midi torride. Il baignait dans un climat d'euphorie aggravé d'insensibilité, état comparable à celui du malade opéré sous anesthésie locale. Il en émergea à peine quand un homme qu'il ne connaissait pas et qui était de haute taille se pencha à son oreille et chuchota. « On a trouvé un cadavre dans votre appartement. » Après une brève seconde de silence, comme s'il avait hésité, l'inconnu ajouta avec une sorte d'humour narquois: « Notez qu'il n'y a quand même pas le feu, n'allez donc là-bas qu'entouré de vos amis. » Tournant la tête pour voir son interlocuteur, il n'en aperçut que les larges épaules. L'autre, qui s'était promptement retourné après avoir délivré son incroyable message, s'était déjà fondu dans la foule. Sur le moment, il crut à un cauchemar éveillé, fréquent chez lui quand il était en état de saturation, d'autant plus que son allégorie familière de la mort, c'était un inconnu de haute taille penché à son oreille et lui murmurant: « Voici ton heure, suis-moi, veux-tu » Certes, Zamakoué se savait en première ligne depuis qu'il avait commencé à dénoncer les spoliations foncières subies par des communautés villageoises au bénéfice des grands du régime ou de firmes étrangères d'exploitation forestière que le gouvernement protégeait moyennant rétribution. On avait pris un malin plaisir à lui rappeler cette position très exposée, surtout au cours de cette soirée où l'on fêtait bruyamment le retour d'exil de Patrice Azombo, sans doute le 10 000e enfant prodigue revenant au bercail depuis 4 ans, et où tout semble avoir basculé. Pourtant il ne paniqua jamais, comme il s'y serait attendu, lui qui s'était toujours pris pour un Jean Foutre pusillanime. « Je n'ai pas peur, c'est très anormal, se disait-il. Surpris, mais sans plus, Zam se demanda un instant quelle conduite tenir. Il fendit laborieusement la foule de convives en goguette, reconnaissant au passage les célébrités et les pitres de ce milieu, qui ne lui inspiraient aucun enthousiasme, paradoxalement. Le pitre de service ce soir-là ne lisait pas des poèmes aux vers boiteux, comme d'habitude, n'égrenait pas un chapelet de calembours indigents, ne se livrait pas à une pantomime grotesque. Il faisait carrément dans la provocation. Avez-vous observé, disait le pitre, que, par une sorte de malédiction, la mort frappe les vieillards dans une proportion qui dépasse nettement la moyenne de la population? Voulez-vous connaître la clé de cette énigme? Énigme toi-même, couillon, lui lança un citoyen qui passait près de lui. Si on en est là, c'est à cause de gens comme toi avec vos bêtises. Voilà bien mes frères africains, répliqua le pitre. Arriérés, intolérants et compagnie. De toute façon, bande de petzouilles et autres cutéreux, les exilés sont de retour, et rien ne sera plus jamais comme avant. En vérité, je vous le dis, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Oui, ils sont de retour, et vous n'avez plus qu'à bien vous tenir, messieurs les ploucs, car ils vont prendre les choses en main. Vos politiciens nous ont-ils assez enfoncés dans la merde à force de pédaler dans la choucroute de leur incompétence? Voici enfin des hommes pétris d'expérience, car ils ont vécu à l'étranger. Ils ont vu là-bas ce que faire la politique veut dire. Et puisque l'intelligence s'en mêle enfin, vous allez voir ce que vous allez voir. Quand comprendrez-vous donc, comme disait Socrate encore enfant? Non, ça y est, me voici en train de dire réellement des bêtises. Socrate n'a jamais été enfant, ou alors on nous l'a bien caché. Comme disait donc Socrate 1 heure seulement après avoir bu la ciguë, et il ne lui restait plus que quelques minutes à vivre, l'art est synonyme d'anticonformisme, c'est-à-dire de nouveauté, d'invention et même de provocation. Le grand Socrate lui-même a dit ça, les enfants, et seulement 1 heure après avoir bu la ciguë, et il ne lui restait plus que quelques minutes à vivre. Voilà qui vous embouche un coin, non, messieurs les pecnos? Allons, mes frères, oyez cette énigme. La mort frappe de préférence les vieillards, savez-vous pourquoi? Moi je sais, mais je ne vous dirai pas, hi hi hi.
Zam s'approcha enfin de son patron, un homme corpulent, au visage toujours grimaçant et couvert de sueur qu'il ne cessait d'éponger. Il s'était lancé dans une tirade où il faisait toujours merveille, à l'adresse d'un jeune blanc que Zam connaissait bien. Nous n'aimons pas beaucoup les Français ici, déclarait le patron. Ces gens-là n'ont jamais oublié qu'ils ont été nos maîtres. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Ils sont prêts à tout pour maintenir leur emprise ici. Écoutez-moi là. Pourquoi je dois passer par un concessionnaire français d'ici et non pas un compatriote si je veux acheter une voiture japonaise? Pourquoi pas un compatriote concessionnaire? Pourquoi nous sommes indépendants alors si nous ne pouvons même pas avoir un des nôtres concessionnaires de marque japonaise? Où ça se passe comme ça ailleurs? Vous pouvez m'expliquer cela, vous? Dieu veille que Kabila entre un jour dans Kinshasa comme il vient d'en faire la promesse. Ce jour-là, j'offre une tournée de champagne à toute ma rédaction. Les Français, nous n'en voulons plus ici, mais alors plus du tout. Mais est-ce que c'est leur problème? D'abord, ce fut leur foutu franc CFA, une vraie calamité. Et voilà qu'ils viennent en plus nous casser les pieds avec leur francophonie. L'Amérique latine, ce sont vos anciennes colonies, n'est-ce pas? Est-ce que vous faites l'hispanophonie là-bas, comme les Français la francophonie ici? J'ai un ami qui est très calé dans ces questions-là. Ah, le voici justement. Bonsoir Zam. Comment vas-tu, grand homme? C'est bien toi qui m'as raconté qu'il y a une ville de Colombie, en Amérique du Sud, qui s'appelle Carthagène, et où vivent des centaines de milliers de Noirs hispanophones. Mais aucun de ces Noirs ne pourrait dire sur une carte où se trouve Madrid. C'est bien toi qui m'as raconté. Mais oui, PTC, dit Zam, c'est bien moi. Et cette histoire est un fait authentique. Demande plutôt à monsieur l'attaché culturel. S'ensuivit un remous qui disloqua les groupes et permit à Zam d'entraîner son patron à l'écart pour lui confier. Écoute, c'est peut-être un canular, mais il y a un type qui vient de me dire qu'il y a un cadavre dans mon appartement. Je ne connais pas ce gars, je ne l'avais jamais vu. Il s'est d'ailleurs aussitôt éclipsé, avalé par la foule. Il m'a dit n'y aller qu'entouré de vos amis. Non, mais ça signifie quoi? Demanda PTC. Un vrai cadavre? Est-ce que je sais? On fait comment alors? Eh, on y va, cette question. PTC n'était pas un nom, mais l'abréviation plaisante de poids total en charge. Inscription qu'on trouve sur une portière de chaque véhicule utilitaire et qui, parfois, se transformait dans son dos en patate. Cette appellation burlesque, digne d'une cour de récréation, et due à son excessif embonpoint, qu'on eût nommé obésité sous d'autres cieux, ne lui plaisait pas outre mesure, comme on peut imaginer, mais elle avait pris racine, et rien ne pouvait plus l'extirper de la vie quotidienne de ses subordonnés. PTC s'appelait en réalité Lazare Swap, et personne ne semblait plus s'en souvenir à part lui-même. Ils furent une dizaine de camarades du journal, rapidement ameutés, à s'entasser dans 2 limousines brinque-ballantes. Il me faut récupérer ma bonne femme, moi, s'écria Zam. Où est passée Bébête? Ma femme, Élisabeth. On se mit en quête de Bébête, qu'on retrouva au pied du pitre, en extase. Quel est le pire cauchemar? Proclamait celui-ci. Choisissez mes frères. Vous êtes Zaïrois à l'époque triomphante de Mobutu Sese Seko, que Dieu bénisse Kabila. Vous êtes séropositif comme tous les Aérois, qui ne le sait. Vous avez embarqué à Kinshasa dans un appareil de ligne japonais. Votre avion vient de faire un crash dans une forêt de pins de Sibérie. Vous êtes le seul rescapé, mais vous ne savez pas un mot de la langue des indigènes, appelée Uruk-Ourd. Oui, oui, Uruk-Ourd. La neige tombe en abondance, ou encore, vous avez chassé toute la nuit dans nos forêts. Vous êtes fatigué, vous vous asseyez au pied d'un arbre, vous vous endormez. Au réveil, 2 mambas sont en train de s'accoupler sur vos genoux. Un toubab francophone qui passait par là lui cria « C'est trop long ton truc, camarade. Les plus courtes sont les meilleures. Tiens, je vais t'en dire une qui n'est pas de moi. Le comble de l'hôtesse de l'air, tu connais? C'est de se mettre à poil pour faire lever la queue à son avion. Et le comble du jardinier? Nom d'un pétard, chuchota Zam à l'oreille de Bébête qui l'entraînait sans ménagement. Qu'est-ce que tu fous là? Tu ne vois pas que ce sont les boniments d'un malade mental? Et si ça me plaît à moi, répliqua Bébête. Dis donc, Fizam, est-ce que ça ne te plairait pas aussi d'aller te faire foutre? Dans la voiture où étaient montés Zam, Bébête et PTC, toujours à la pointe du combat, et qu'ils conduisaient d'ailleurs non sans imprécision, on n'entendait que lui. Un cadavre dans l'appartement d'un journaliste. Et quel journaliste? Le plus militant, le plus redouté des gens en place. Les escadrons de la mort ont encore frappé, pardi, déclarait-il péremptoirement. Après l'évêque, après les 2 religieuses. PTC, tu ne crois pas que tu vas un peu vite en besogne, lui demanda Zamakoué, blessé dans sa modestie, qui confinait à la conviction intime d'être un raté. Tu ne crois pas que tu confonds tout? Une autre confusion naquit de cette réplique parce qu'elle fut suivie de 2 interventions n'ayant rien de commun l'une avec l'autre. En effet, admonestant à son accoutumée un jeune homme qui traversait trop nonchalamment la chaussée, suivant la tradition des piétons de cette ville, Bébête lui cria « Tu te crois dans la cour de ton père ?» Na Wama s'écria aussitôt le gros PTC qui, sous l'effet de la colère, se mettait à parler français à la manière africaine. Comment tu peux dire même une chose pareille, toi aussi? Ouais, je confonds quoi? Qui fait toutes les saloperies ici? Ce n'est pas le gouvernement. Qui tue les gens ici? Ce n'est pas le gouvernement. Ce que je voulais dire, PTC, interrompit impassiblement Zamakoué, c'est qu'il faudrait peut-être s'assurer d'abord qu'on a réellement tué quelqu'un, qu'il y a un cadavre, quoi.
Là, tu as raison, mon frère, consentit PTC. On est d'abord des journalistes, pas vrai? J'aurais bonne mine si on ne découvrait pas de cadavres. Pourquoi tu habites si loin, toi aussi? Dans un quartier de riches, même. Comment un journaliste militant peut même cohabiter avec les riches? Ils trouvèrent une fourgonnette Toyota bleue immatriculée SN, Sécurité nationale, égarée de guingois au pied de la traditionnelle pyramide d'ordures près de l'immeuble. La foule des badauds, au regard ensommeillé, certains enveloppés encore dans le drap où ils avaient dormi, s'était déjà attroupés. C'était pour la plupart des habitants du quartier, auprès desquels les journalistes commirent la faute de s'enquérir des événements. Parmi les 1000 versions qui leur furent proposées en quelques minutes, il n'y en eut pas deux qui se recoupaient vraiment. Il y avait eu des coups de feu 1 ou 2 heures plus tôt, voilà un point qui était acquis pour tous. Quant à savoir d'où on l'avait tiré, a fortiori qui avait tiré et pourquoi, là c'était vraiment la tour de Babel, chacun parlant pour ainsi dire une langue inconnue de son voisin. À l'intérieur de l'appartement, dont plusieurs fenêtres avaient été fracassées, apparemment par des impacts de balles, les rares objets étaient demeurés en place, comme le révéla un inventaire rapide de ZAM. La chambre à coucher où étaient rangés ses vêtements, son seul bien en réalité depuis le vol des CD, du magnétoscope et du récepteur de télévision n'avait pas été ouverte. Des fonctionnaires de police au visage fermé semblaient s'affairer autour d'un brancard. Un personnage solennel, sans doute un flic en civil, que Zamakoué n'avait jamais vu, s'approcha du journaliste et lui dit « C'est bien vous le maître des lieux, n'est-ce pas? Reconnaissez-vous cet homme ?» Au même moment, un fonctionnaire en tenue rabattait la toile gris sale qui couvrait un cadavre. C'était un jeune homme athlétique, très pauvrement vêtu, la bouche grande ouverte, une mâchoire désaxée et sanguinolente, la face tordue par une grimace. Vision insoutenable. « Je n'ai jamais vu ce type, s'écria Zamakoué sans hésiter. Monsieur, s'il vous plaît, gémit le fonctionnaire en civil, regardez bien. Soyez plus patient, je vous en prie. Regardez encore. Non, fit Zam en s'agaçant. Je dis et répète que je n'ai jamais vu ce type. Je suis formel. Enfin, je sais quand même qui j'ai déjà vu et qui je n'ai jamais vu. Je déclare formellement que je n'ai jamais vu ce type auparavant. Qui est-ce? Demanda PTC au fonctionnaire en civil qui semblait un commissaire de police. Si je le savais, fit le commissaire de police dans un soupir, les yeux levés au ciel. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Reprit avec autorité PTC. Voulez-vous faire une déclaration, monsieur le commissaire? Vous êtes bien commissaire de police, n'est-ce pas? N'insistez pas, monsieur, je vous en prie, dit le putatif commissaire de police, sur un ton confinant à la menace. Je n'ai rien à déclarer et je ne dirai rien. Ouais, voilà bien notre malheureux pays, harangua PTC, prenant à témoin le nombre public qui avait envahi l'appartement. Partout ailleurs dans le monde, la police se fait un devoir d'informer sans tarder les citoyens à l'occasion d'une action criminelle aussi spectaculaire. Pas question de se lâcher, nous. Je n'ai rien à déclarer et je ne dirai rien. Est-ce que vous pouvez prendre la mesure de l'énormité de vos propos, monsieur le commissaire? Je persiste à croire que vous êtes bien commissaire de police. Le fonctionnaire en civil s'approcha de PTC, qu'il dominait de la tête et des épaules, et qu'il toisa longuement avec colère, comme un maître qui va administrer une claque à son élève, avant d'articuler « Belling Belloa Jean Martial, commissaire divisionnaire pour vous servir. Êtes-vous satisfait, monsieur Swap Lazare, dit poids total en charge ou patate? Je persiste et signe, je n'ai rien à déclarer et ne dirai rien, un point, un trait. En revanche, j'attends le locataire de ces lieux demain au commissariat central, bureau numéro 17. Bonne nuit, messieurs. Ainsi vous me connaissez, monsieur le divisionnaire, répliqua finement PTC, qui ne baissait jamais les bras. Est-ce que nous avons eu l'honneur? Dans notre pays, un flic connaît tous les journalistes. Vous ne le saviez donc pas? Nos deux corporations sont pour ainsi dire sœurs jumelles. Sœurs siamoises, sauf votre respect, monsieur le divisionnaire. Le policier s'éloigna, apparemment à bout d'arguments. Sans commentaire, conclut ironiquement la voix tonitruante de PTC à l'adresse de ses nombreux confrères agglutinés par l'indignation autour de lui et jacassant comme une volée d'oies. Et en plus, il me connaît même, et moi je ne le connais même pas. Il y eut peu de commentaires, la plupart des journaux indépendants étant des hebdomadaires qui, l'indignation ne durant qu'un moment dans les salles de rédaction, tout comme les plaisirs de l'amour en général, allaient par la suite s'attacher surtout à la reconstitution des faits, exercice voué à la stérilité dans un système où la police judiciaire se borne à faire de la figuration, à moins qu'elle ne se refuse à toute coopération avec la presse. Les témoignages recueillis par les reporters divergeaient plaisamment. Selon les uns, il y avait eu un long échange de coups de feu, une sorte de gun party, comme dans le dénouement des westerns, qui avait duré 1 heure, peut-être 2, jetant la panique dans la population du quartier. Cette évocation de l'affaire était surtout le fait des témoins les plus jeunes. Il y avait bien eu échange de coups de feu, affirmaient d'autres, mais il avait été très bref, ne dépassant pas 3 ou 4 tirs. Certains, enfin, démentant la thèse de l'échange de coups de feu, disaient que des tireurs avaient mitraillé unilatéralement l'appartement avant de s'enfuir. C'était vraiment la bouteille à l'encre, comme dans la plupart des affaires criminelles de ce maudit pays, et chacun se résignait à la perspective d'un enlisement de l'affaire, comme c'était déjà le cas pour l'affaire Maurice Mzilikadze, dont on avait cessé de parler 2 semaines seulement après l'assassinat du prêtre.
bien que la police eût promis de mener une enquête rapide. Au commissariat central le lendemain, on fit attendre longtemps Zam, qui était accompagné de PTC et de son vieux complice en jazzomanie, Eddie, déguisé en avocat, rencontré miraculeusement quelques minutes plus tôt. L'avocat, se disant homme de loi aguerri par la pratique d'une profession aux multiples aléas, opposait le sourire d'ataraxie du sage aux avanies inhérentes à la station debout dans un hall putride de commissariat de police d'un pays francophone, ainsi qu'aux reproches sournois de son client, qui lui chuchotait sans cesse. D'où sors-tu tout à coup? Ça faisait un bail, dis donc. Laisse tomber, mec, répliquait à haute voix l'homme de loi au visage compassé. Fais pas chier. Tu crois que ça va marcher? Reprenait en chuchotant le journaliste au comble de l'angoisse. Tu peux faire illusion, tu crois, devant un vrai professionnel? Un vrai professionnel, mon cul, marmonnait l'avocat. Laisse-moi faire, te dis-je. Tout à l'heure, tu étais bien d'accord pour congédier les pecnos, oui ou non? De toute façon, réfléchis un peu, connard d'un télo à la gomme. Qu'est-ce que tu risques, hein? Où tu te crois ici? Au paradis de l'habeas corpus, peut-être? Non, mais je rêve. Attends un peu, depuis quand connais-tu l'habeas corpus? Merde, la ferme. PTC, peu rompu, lui, aux travaux pratiques du stoïcisme, s'irritait de l'odeur entêtante de pisse, du va-et-vient des fonctionnaires en tenue turbulents comme des galopins sortant de l'école la journée terminée, des portes qui claquaient, de la pénombre régnant dans ces lieux, de la condition humaine en général, eût-on dit. Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'interrogatoire de Zamakou ne donna rien. Le commissaire commença par refuser à l'avocat et à PTC l'entrée dans son bureau et leur présence à l'audition du journaliste. Une controverse de droit s'ensuivit, d'où il résulta que l'avocat pouvait légitimement et légalement assister son client dans cette circonstance. PTC était, en ce qui le concernait, débouté de sa prétention, faute d'une référence explicite du code de procédure criminelle. Le commissaire s'obstina ensuite à vouloir faire admettre à Zam qu'il connaissait l'homme dont le cadavre avait été trouvé dans l'appartement du journaliste. Enfin, monsieur, pontifiait le fonctionnaire, comment peut-on venir se faire assassiner dans l'appartement d'un homme qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'a aucun lien de famille, ni d'affaires, ni de politique? Chaque fois que le policier posait cette question, qui ne manquait pas d'une certaine pertinence, au regard de la logique policière, il faut bien en convenir, bien que celle-ci ne ressemble à aucune autre, Zam, à la fois indigné et déboussolé, se tournait, la bouche ouverte et le souffle coupé vers son avocat. Monsieur le commissaire, déclarait suavement l'avocat sans se départir d'un sourire qui agaçait Zam, c'est là une très bonne question, sauf votre respect. Mais c'est précisément cette énigme qu'il incombe à l'enquête de résoudre, mon client étant, ainsi que de tradition, juridiquement exempté de la preuve de son innocence. C'est à vous de démontrer qu'il connaissait effectivement la victime. Mais si j'en juge par votre insistance inconvenante, vous en êtes incapable. On dirait qu'il a appris les trucs par cœur, songeait admirativement le journaliste. À un moment donné, Zam, que visiblement la colère étouffait, put enfin articuler. Non mais c'est pas vrai, il est malade ce type. C'est une mauvaise plaisanterie ou quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce macabé? Je n'étais même pas chez moi. L'avocat, arborant constamment une expression comme qui eût dit psychédélique, porta la main à sa bouche et remua les doigts pour dire à Zam de se taire, ou plus exactement de la boucler, en français de commissariat. Cependant le temps passait, mais le commissaire divisionnaire, le nez baissé, ne semblait guère pressé de prendre la décision attendue. L'avocat se leva à la fin et dit « Monsieur le divisionnaire, pouvons-nous avoir enfin l'honneur et l'avantage de libérer ces lieux augustes ?» Pour les besoins de l'enquête, décréta finalement le commissaire d'un air accablé, je me vois forcé de recourir à la détention de votre client, maître. L'avocat se rassit, émit un rire bref, soupira et déclara. Je dois dire que personnellement, je ne vois guère d'objection de procédure à vous opposer. Et je vous fais quand même remarquer que mon client, qui appartient à une corporation active et même vindicative, compte de plus dans ce pays de nombreux admirateurs. Je dirais même des partisans fanatiques parmi les jeunes. Imaginez-vous vraiment à quelle levée de bouclier vous allez vous trouver confronté, mon cher divisionnaire. J'ose vous signaler qu'on ne peut exclure des initiatives regrettables, certes, mais parfaitement spontanées. L'avocat avait à peine achevé de dérouler sa phraséologie alambiquée que le commissaire qui s'était levé déclarait laconiquement, comme écœuré. Au revoir, messieurs.